Bonne année à tous mes petits cavaliers. Si vous regardez cette vidéo immédiatement après sa sortie, nous sommes encore en 2023 et je vous en félicite, bravo. Vous êtes de fidèles abonnés, plus qu'à lâcher un pouce bleu et on sera bon. Pour les autres, 2024 est déjà parmi nous et je suis sûr que vous avez déjà pris de bonnes résolutions que vous ne tiendrez plus le 15 janvier, comme chaque année, vous êtes donc boucled. Non mais sans rire, chaque début janvier, je vois une ruée de pégus sur ma salle de sport et une demi-séance où ils squattent les machines 3 plombes sans savoir bien s'en servir plus tard. Ils attrapent enfin la courbature fulgurante qu'ils méritent et ils s'en retournent, vaincus pour un an, vers leur canapé et leur procrastination. C'est le même intermède comique qui revient incessamment, j'en suis assez médusé je dois dire. Alors pour éviter ce genre de pari perdu d'avance contre vous-même, je me suis dit que j'allais vous proposer, dans cette vidéo qui sera très certainement la dernière de l'année sur cette chaîne, un petit cadeau et une bonne résolution un poil plus dans vos cordes qu'une série de bench press à 500 kg. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous dire un mot de la version audio de Pays Réel. Mais non, c'est pas tabou. J'en avais parlé dans un épisode au mois de novembre, et sachez que ce n'était pas de l'esbrouf, la chose est bien en préparation. Alors certains voulaient que je propose à Modin de s'y coller, seulement le bougre avait trop de travail pour relever le gant, mais c'est pas grave, parce que c'est finalement l'ami Corentin de la chaîne L'Aube des Songes qui s'en charge. Corentin est un comédien de doublage professionnel, et si ça vous intéresse, je vous invite à vous radiner sur sa chaîne, où il fait de belles lectures avec une voix et un ton très particulier et personnel. C'est bien plus vivant et incarné qu'une lecture toute blanche de chez Audible. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Perso, j'aime beaucoup. Donc oui, la version audio du gros banger de la Giberne est en cours de finalisation, et si on a pris un peu de retard à cause d'une avarie de matériel, sachez que ça devrait arriver dans pas bien longtemps. De base, j'avais même l'espoir de vous proposer ça avant Noël, c'est dire. Bon, alors tout ça c'est bien joli, mais il est où le cadeau là? Bah j'y viens, un peu de calme. Pour finir l'année en beauté et en vous relaxant un peu, je vous propose d'écouter le prologue de Pays Réel dans la version audio. Voilà, c'est cadeau. Faites-vous plaisir, je vous mets un chapitre complet du livre en libre accès sur la chaîne, vous allez pouvoir juger sur pièce. Pour bien achever de vous régaler, j'ai habillé tout ça d'un petit montage de bonne loi, mais sachez que bien sûr, la version audio finale, elle, n'en comportera pas. On est bien d'accord. Donc voilà un petit peu le truc. Ah, et pour la nouvelle année qui pointe le bout de son nez, je vous propose aussi de vous faire une bonne petite pile à lire, dans laquelle vous pourrez intégrer une dizaine de bons titres que je vous ai recommandés sur cette chaîne depuis bientôt 2 ans. Franchement, ça fait même pas un livre par mois à lire, vous pouvez le faire les gars. Je vous mets au défi. Et si l'envie vous prend d'intégrer à vos lectures un livre qui a déjà ravi des centaines de lecteurs et qui vous attend toujours sur le site de la Giberne, eh ben, vous êtes libre de passer m'y soutenir. Si vous aimez mon travail, les bonnes barres de mes épisodes et la démarche dans laquelle je m'inscris, donner de la force à mes projets pourrait bien être votre seconde bonne résolution de 2024, et celle-ci, elle ne devrait pas être trop difficile à tenir. Alors, merci encore pour votre soutien, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux autour de la bonne littérature, et je vous souhaite une très bonne année. Sur ce, place à la lecture du prologue de Pays Réel. Prologue. D'abord, il n'y eut que la nuit et un éclair pour la déchirer. Un grondement anéantit le silence, une clameur immense lui répondit. Un dormeur se levant en sursaut, un coup de fusil le rallongea. De part et d'autre, on sut que la bataille avait commencé. Les hommes, femmes et enfants, surpris dans leur sommeil, se jetèrent hors de leur couverture, les uns vers leurs armes, les autres vers les issues. Peine perdue. Les portes étaient déjà gardées, et pas une mère, pas un fils, pas un vieillard ne s'échappa. Les soldats, dans leurs armures noires, abrités derrière leurs visières par balles, ne laissèrent pas la moindre chance. Ces jeunes guerriers, engagés volontaires, on leur avait dit « pas de quartier ». Et ils savaient ce qu'ils risquaient à désobéir. S'ils trahissaient et survivaient, ce serait la cour martiale. Mais pour cette troupe où chacun, animé contre l'ennemi d'une rancœur féroce, accomplissait de concert sa vengeance et son devoir, la menace était inutile. Là, comme chez l'adversaire, la haine était paroxystique. Nul besoin d'ordre pour s'entretuer. Une occasion suffirait. « Vive la France !» rugit une voix dans les ténèbres. Aussitôt, les vitres du 2e étage volèrent en éclats. Une escouade s'engouffra par la brèche qu'elle venait d'ouvrir et en un éclair vida l'endroit de toute présence ennemie. Dans la pénombre, foulant les corps encore chauds, 4 assaillants s'avancèrent. Soudain, une femme seule, couteau en main, jaillissant de quelques recoins obscurs, se jeta sur le chef du commando. Mi-surpris, mi-blessé, il lâcha un son rauque et repoussa l'attaquante d'un geste brusque. Elle valsa au sol, où elle invoqua une dernière fois le nom de son Dieu, avant qu'une pluie de balles l'achève. « Capitaine, vous êtes blessé ?» Sans importance. L'épaule, superficielle. « Descendez, finissons-en. Faites le plus de prisonniers possible, je vous suis. » Au premier étage, les troupes d'assaut se heurtaient à la résistance désespérée des derniers assiégés qui, prêts à y laisser leur peau, se refusaient à la brader.
La première stupeur passée, ces hommes aux barbes longues et aux vies ascétiques s'étaient ressaisis et, redevenant les fiers combattants qu'ils prétendaient être, avaient dressé à la hâte quelques barricades de meubles et de débris, asiles de fortune où se retrancher pour contenir le flot des assaillants. Là, ils avaient tiré de quelques cachettes secrètes un impressionnant arsenal d'armes automatiques et rendaient maintenant coup pour coup aux attaquants. Déjà 2 soldats étaient tombés, et un troisième, agonisant, s'empoignait les tripes à l'entrée de la pièce, hors de portée de ses camarades, qui supportaient de concert ses cris et le rugissement de la mitraille. Un moment pourtant, il y eut une accalmie. Les uns ne tiraient plus, économisant leurs munitions, les autres retenaient leurs coups, sachant la victoire inexorable et la désirant au meilleur prix. Alors, chose étrange, on parlementa, comme pour meubler cet entracte et différer un peu la suite du bain de sang. « Sortez les mains en l'air !» ordonna un officier. « Vous serez épargnés et bien traités si vous posez les armes. »« Menteur !» dit une voix. « Mécréant !» fit une autre. « Assassin !» cria une dernière. « Écoutez !» reprit l'officier en hasardant le sommet de sa tête hors de sa cachette. « C'est terminé et vous le savez. Rendez-vous maintenant. Sauvez vos vies. Épargnez des souffrances inutiles. »« Inutiles pour qui ?» demanda une voix d'un ton agressif. « Pour tout le monde !» cria l'officier en s'exposant davantage. « Non, répondit la voix, pas pour tout le monde. Nos peines et nos sacrifices nous ouvrent les portes du paradis. Vous, croisés pouilleux, subirez les flammes de l'enfer. Suffit, commença l'officier. Posez vos... » Il n'acheva jamais. La voix agressive avait un corps et une arme. Le corps prit l'arme, tira et atteignit le négociateur à la gorge entre la cuirasse qui protégeait son torse et le casque qui abritait son crâne. Il mourut presque sur le coup, et sa brève agonie fut couverte par le crépitement des balles reprenant leur balai meurtrier. Ce fut un massacre, une boucherie inutile et barbare. Les cadavres s'amoncelèrent. Le sang ruissela au sol et s'écoula en petites rigoles entre les interstices du parquet. L'hécatombe, à mesure qu'elle prenait de l'ampleur, devint de plus en plus frénétique. Ivre de fureur, chaque camp se jetait sur l'autre avec la rage de tuer. Chaque dépouille devenait instantanément l'abri d'un nouvel assaillant, encore plus désireux d'en découdre. Passant d'un abri de fortune à l'autre, les survivants tâchaient de progresser. En vain. Toute leur percée fugace, l'instant d'après, était repoussée. On n'avançait plus. L'ennemi, parfaitement retranché, occupait une position restreinte, mais inexpugnable. Alors, pour vaincre définitivement, les soldats enfumèrent l'étage et lancèrent un assaut groupé. Rien ne fut jamais plus inutile. Toussant, crachant, pleurant, reniflant, renaclant, les assiégés tinrent chaque centimètre carré de leur abri. Le combat s'intensifia de rechef et la petite pièce prit bientôt l'allure atroce et effrayante des vastes plaines de la Somme où les ancêtres communs de nos belligérants étaient allés périr un siècle et demi plus tôt. Là-bas aussi, malgré les ordres, sous les gaz et la mitraille, on n'avançait pas, on s'embourbait, on étouffait, on mourait en vain. Comme le combat s'éternisait sans qu'aucun camp n'écrase l'autre, une nouvelle détonation retentit soudain. Un deuxième éclair déchira les ténèbres et une explosion creva le plafond au-dessus des assiégés. La violence de la déflagration, un instant, figea la scène atroce qu'elle dévoilait. Profitant de cette accalmie fugace, le commando du deuxième étage jaillit de cette nouvelle brèche et, tombant presque du sol, acheva en un éclair les derniers combattants que le choc et la pluie de débris n'avaient pas réduits au silence. Avant que les troupes d'assaut embusquées ne réalisent ce qui s'était produit, quelques coups de feu précis avaient retenti et leur bataille était gagnée, pour eux, mais sans eux. Silence et stupeur. La fumée, s'échappant de la pièce par la trouée au-dessus de leur tête, donnait aux hommes de l'escouade une allure étrange qu'accentuait encore le reflet des lasers dans leurs visières et les particules de plâtre sur leurs armures. On aurait bien su, à les voir ainsi, s'ils tenaient plus du héros ou du monstre. « Tout est fini, soldat ?» demanda un officier, son casque à la main, un bras en écharpe, descendant après ses hommes par le trou du plafond. « Affirmatif, mon capitaine », répondit un caporal. « Quelles sont nos pertes ? 15 hommes, mon capitaine, et 2 blessés qu'on évacue au plus vite. » Tss, quelle boucherie. « Et combien de prisonniers ? » ?»« Aucun, mon capitaine. »« Aucun ? Mais j'avais pourtant ordonné. Ils n'ont pas voulu se rendre, mon capitaine. Aucun. » Miséricorde. Un sergent qui inspectait les décombres et recensait les morts leva soudain la tête. « Capitaine Desrosiers, mon capitaine, venez voir !» L'officier se retourna et enjamba les monceaux de débris jusqu'à son subordonné. Le rude soldat,
qui venait de perdre un ami et d'abattre 2 hommes, s'était recourbé jusqu'à terre et se tenait à présent immobile, l'air doux et confus, presque en position de prière, contemplant quelque chose que le reste de l'assistance ne distinguait pas. « Qu'y a-t-il, soldat » demanda Desrosiers. « Capitaine, jugez vous-même. » Le capitaine, malgré sa blessure, se pencha en avant jusqu'à se figer dans la même position que son voisin. Il venait de voir. Entre 2 énormes gravats, protégés de la fumée par la disposition des pierres et des balles par un miracle de la Providence, cela dormait. Cela ne devait pas avoir un an. C'était propre, c'était calme, ses linges étaient immaculés. Cela tétait son pouce droit pendant que sa main gauche, qui lui servait d'oreiller, se perdait entre ses denses cheveux bruns légèrement bouclés. Cela, par sa douceur et sa quiétude, faisait avec le désordre ambiant un contraste brutal. Cela était si étrange que c'en était presque innommable. Cela était un enfant, et même un nouveau-né. Son visage était l'expression même de la grâce. Il avait le nez fin, les yeux profonds, le front large, les oreilles délicates et le menton légèrement proéminent qui promettait un puissant caractère. Le bambin était plus qu'inattendu. Il était souverain. Sa seule présence avait ramené le silence parmi les hommes. Tous, devant l'immobilité de l'officier, s'étaient approchés et guettaient. Quoi ? La réaction du chef. « Capitaine, demanda le sergent, on en fait quoi ? Sergent, répondit le capitaine, on en fait ça. Et malgré la douleur, Desrosiers déplia son bras meurtri pour envelopper le petit dormeur qu'il cala entre son coude et sa cuirasse ensanglantée. L'enfant sentit quelque chose, chouina un instant et se rendormit paisible. « Je vais demander qu'on envoie quelqu'un, » annonça le sergent. « Pourquoi faire ? Mais pour le remettre aux autorités. C'est fait. Nous sommes les autorités. Mais je veux dire, mon capitaine, oui ? Vous voulez dire quoi ? Rien, mon capitaine. Repos, soldat. » Et le capitaine Desrosiers s'en alla lentement, l'enfant dans les bras, par la porte principale. Il passa devant toutes les sentinelles qui lui posèrent 1000 questions, mais ne le retinrent pas. Il fit un rapport clair et honnête, mais n'y mentionna pas la découverte de son sergent. Les jours suivants, en quelques coups de téléphone, il enjamba l'administration et obtint la garde du petit miraculé. À bien y songer, il ne savait ce qui le faisait agir de la sorte. Peut-être, pensait-il, peut-être que je cherche à mettre un peu de sens et d'humanité là où il n'y a qu'une guerre stérile et fratricide. Le capitaine Bayard Desrosiers était avec lui-même d'une grande franchise.